Donc, bonjour à tous. Nous allons évoquer un sujet, c'est la prise de parole. Au travers de ce sujet, c'est déjà soi, mais aussi la gestion de l'autre, la gestion d'un collectif qui n'est pas forcément évidente pour faire passer des messages, et notamment au travers l'art de la répartie. Pour démarrer, je vais me présenter. Tout le monde voit mon écran, c'est OK. Et ben super. Alors moi, je viens de l'entreprise Génialogie, dirigeante associée de l'entreprise Génialogie, qui est un organisme de formation sur de la conduite de changement au travers de grosses thématiques, le management et la qualité relationnelle. Nous sommes 3 associés. Vous pouvez voir Didier à ma gauche et puis Rémi à ma droite. Notre singularité chez nous, c'est de travailler avec 2 approches. C'est l'approche systémique et les neurosciences. Voilà, moi, donc mon parcours, j'ai travaillé en management et puis de ce fait, je me suis passionnée par la relation humaine. Et en me passionnant dans la relation humaine, je me suis bien rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Et donc, je me suis certifiée en neurosciences. Neurosciences, c'est quoi? C'est le langage du cerveau. Donc, le cerveau nous parle, on ne comprend pas tous les jours ce qu'il nous raconte et en même temps, tant mieux. Le but, c'est surtout de décrypter un petit peu les relations, comment nous fonctionnons et comment fonctionne l'autre. Et c'est là où, justement, l'intervention va être portée sur ce sujet-là. Nous n'interagissons pas de la même manière quand nous sommes en individuel ou quand nous sommes en groupe. Et c'est là où ça va être intéressant de voir un petit peu comment nous pouvons fonctionner. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit sommaire très succinct, puisque les 3 piliers de cette conférence, ce sera la prise de parole au travers les 5 V. Donc concrètement, 5 V avec 5 actions importantes pour avoir une prise de parole percutante. Et ensuite, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle la gestion du collectif. Donc, comment je gère un groupe, comment j'arrive à faire porter mon message et comment chacun, nous allons nous positionner dans un groupe en fonction du sujet et aussi en fonction d'une chose qui est extrêmement importante que nous allons voir en neurosciences, qui est la notion de tribu, puisque nous ne nous positionnons pas de la même manière d'une tribu à une autre. Donc ça va être intéressant de voir ça. Et dernière partie, technique de répartie, justement, pour gérer au maximum les différentes personnalités que nous pouvons trouver dans notre tribu. Alors, on va démarrer par déjà, la prise de parole, c'est quoi? Alors, prise de parole percutante. Déjà, j'ai envie de vous dire, la première chose, c'est de se poser la question, la meilleure improvisation, c'est celle que l'on prépare. On a tendance à dire, bon, j'y vais à l'impro, ça marche pas. Ça marche pas parce que vous allez voir que notre cerveau a des tendances à repartir dans des réactions instinctives dès qu'il est stressé. Stressé, forcément, et ça marche comment? Dès que je suis stressée, naturellement, j'ai tendance à mettre en place des réactions instinctives qui peuvent être la fuite, la lutte ou l'inhibition. Alors, fuite, ça pourrait être je suis extrêmement stressée et finalement, j'ai envie d'échapper à une agression et comme je peux pas, mon corps parle pour moi. Lutte, je vais être plutôt assez impulsif et assez directif dans ma prise de parole. Et l'inhibition, finalement, je vais me soumettre à l'agression qui est les autres, qui est la présentation. Et à ce moment-là, je peux me retrouver bloquée, à plus savoir ce que j'ai envie de dire et plus savoir comment je peux gérer tout ça. Alors, prise de parole, les 5 V. 5 V, extrêmement important déjà, après la préparation, c'est de se dire, OK, sur quoi je dois travailler? La première chose, c'est la verticalité. Verticalité, c'est quoi? C'est de se dire, qu'est-ce qui est important en termes de posture? En termes de posture, normalement, les pieds, en tous les cas, le bas du corps, ne doit absolument pas bouger. Ce qui doit bouger, c'est tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Au-dessus de la ceinture, les mains, le haut du corps, et les bras plutôt à 90 degrés, les paumes toujours vers le haut. La verticalité est extrêmement importante. Nous avons tendance, de par nos réactions instinctives, d'avoir on va dire des postures qui vont nous trahir dans notre stress. Première posture, c'est les mains que j'appelle la position du prisonnier, les mains en dessous de la ceinture, croisées. Lorsque je fais ça, je suis en train de dire, alors complètement inconsciemment, mais je suis en train de montrer aux autres que je ne suis pas du tout à l'aise par rapport à la présentation que je suis en train de faire. Deuxième posture qui marche bien aussi, c'est ce que j'appelle, et là attention, on va changer de registre, c'est la position du maton.
Position du maton, mes mains vont être croisées, mais plutôt derrière le dos. Si je fonctionne comme ça, là, c'est une toute autre posture qui montre toute autre chose. J'ai tendance à montrer, et encore une fois de manière très inconsciente, que je connais le sujet et que je vais vous apprendre quelque chose. Donc, 2 postures à éviter. Alors, une autre posture aussi que nous avons tendance à faire, c'est la posture du cow-boy, hein, à mettre les mains au niveau de la taille. Forcément aussi un petit peu complexe. On va travailler après sur le visuel. Le visuel, alors ce qui est dit en prise de parole en public, et c'est pas évident du tout, c'est de réussir à garder le contact 2 à 3 secondes avec chaque interlocuteur en face de vous. Le visuel est très important pour aller capter l'attention de chacun. Ensuite, on va travailler sur la voix. Alors la voix, pour que ça marche bien, la voix, forcément, ce qui va être important, c'est d'avoir de la modulation dans la voix, d'avoir des silences, se poser la question finalement quel message j'ai envie de faire passer et donc avoir du rythme dans la prise de parole. Ensuite, on va travailler sur le verbe. Le verbe, message court, clair, concis. Très important, c'est de réfléchir aussi à tous nos mots polluants. Mots polluants, alors ça c'est un automatisme du cerveau. Nous avons tendance à avoir des mots extrêmement polluants comme... il y en a qui sont assez en vogue, hein, et comme nous sommes connectés en mode Bluetooth, on a tendance à les reproduire. Du coup, en fait, voilà, ce sont des mots polluants qui peuvent, de ce fait, pareil, mettre des blancs et pas forcément efficaces dans la prise de parole. Vibration, c'est le plus important. La vibration, c'est est-ce que je crois à mon message ? Comment je crois à mon message et est-ce que j'ai envie, quel message j'ai envie de porter? Quelle émotion j'ai envie de susciter? Bon, pour réussir à travailler sur tout ça, forcément, il y a le fond. Donc, dans le fond, ce qui est important pour réussir un pitch, mais après, on va travailler sur la deuxième partie qui, pour moi, est la plus importante. Le pitch, c'est déjà de réfléchir à c'est quoi ma phrase d'accroche. Une phrase d'accroche, forcément, bonjour et bienvenue dans la formation, c'est pas une phrase d'accroche. Phrase d'accroche, ça peut être une question, un chiffre, un pourcentage, une citation qui va se raccrocher au sujet et au message que vous voulez délivrer. Ensuite, forcément, on va réfléchir à comment je vais informer, quels vont être les faits, comment je vais pouvoir expliquer les choses en apportant de l'illustration. Et donc, on pourra aborder peut-être dans un autre webinaire la notion de storytelling qui est extrêmement importante. C'est quelle histoire je vais raconter au travers des exemples, des comparaisons, des analogies pour pouvoir le raccrocher à mon message. Le plus important dans un message, c'est la morale. C'est quoi la morale de mon histoire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer pour pouvoir ensuite démontrer quelque chose pour exprimer les faits et soigner ma conclusion? Conclusion importante comme l'introduction et la phrase d'accroche, puisque les neurosciences nous apprennent une chose, c'est que nous nous rappelons du démarrage d'une prise de parole et nous nous rappelons de la fin d'une prise de parole. Donc, les 2 éléments les plus importants à soigner, phrase d'accroche, introduction et conclusion. Ça, ce sont les messages clés. Alors, ça pourrait être intéressant de travailler un petit peu sur la notion de storytelling, même au travers des sujets, pas forcément des sujets du travail du quotidien, mais même des sujets très, très, très abstraits pour se rendre compte que finalement, peu importe le sujet, le storytelling permet d'avoir de l'impact sur de la prise de parole en public. Ce qui est le plus intéressant, et là on va y venir, parce que la prise de parole, vous l'aurez compris, c'est déjà ma préparation, mon pitch. Donc déjà, c'est se gérer soi, c'est la préparation pour travailler sur ses réactions instinctives. Et le plus important, c'est ensuite de comprendre un petit peu la réaction des autres. Puisque moi, je suis porteur d'un message, mais comment j'arrive à faire en sorte que les autres puissent comprendre le message et envie de s'intégrer dans le projet. Donc ça, c'est pas forcément évident. C'est jamais évident parce que nous nous comportons différemment lorsque nous sommes en groupe. Et vous le savez, alors, pour vous expliquer un petit peu,
le cerveau a 4 gouvernances. La première gouvernance, qui est la plus importante, c'est la réaction instinctive. Dès que je suis face à une difficulté, forcément, mon cerveau, qui ne sait pas faire la différence entre stress et survie, va faire quoi? Il va fuir, il va lutter ou il va être dans l'inhibition. Et après, lorsque nous sommes en groupe, on va rentrer dans la deuxième gouvernance du cerveau, qui est la gouvernance grégaire. Là, ce qui est intéressant, c'est que nous ne nous positionnons pas de la même manière. La survie collective, c'est quoi? C'est de se poser la question déjà, est-ce que je me positionne de la même manière d'une tribu à une autre? Tout est tribu. Notre famille est une tribu. Nos amis sont une tribu. Nos collègues de travail, c'est aussi une tribu. Notre hiérarchie, enfin le groupe, l'organisation, c'est une tribu. Et forcément, j'ai pas la même place, je ne prends pas la même place d'une tribu à une autre. Je ne prends pas non plus aussi la même place en fonction du sujet qui est abordé. Et donc, forcément, c'est à ce moment-là où nous allons interagir de manière différente. Alors, comment ça se passe? Vous avez, alors le fonctionnement de la tribu, c'est quoi? Finalement, il y a 2 axes bien importants à comprendre. C'est déjà de se dire la confiance en soi au sein de la tribu. D'accord? Est-ce que j'ai grande confiance en moi ou est-ce que j'ai pas de confiance en moi, en tous les cas, au sein de cette tribu-là? Et il y a un deuxième axe qui est la confiance en l'autre, la confiance dans le projet. Grande confiance dans le projet ou pas du tout de confiance dans le projet. Il y a de ce fait, on va mettre 4 axes, 4 grandes thématiques bien spécifiques, où forcément là-haut, grande confiance en soi, on va retrouver ce qu'on appelle la dominance. Et attention, c'est complètement irrationnel et inconscient, ça ne veut pas dire je suis un dominant dans la vie. Ça veut tout simplement dire que dans cette tribu-là, il est possible que je sois plus dominant. La dominance, c'est quoi? Il y a plusieurs strates. On va de 1 à 5, en sachant que forcément 5, on est sur 3% de la population, c'est assez rare. 3% de la population, c'est plutôt même un comportement, je dirais, de l'ordre de la psychiatrie, puisque vous allez retrouver des comportements très, très, très forts là-haut et très extrémistes dans la dominance. Vous pouvez retrouver certains criminels notamment, tout là-haut. Nous, être humain, on va dire, on va se situer plutôt au niveau de l'assertivité, au rond de l'assertivité. Donc, on n'est pas dans les extrêmes, dans la confiance en soi, pas de confiance en soi, dans la confiance en l'autre ou pas de confiance en l'autre. On est plutôt au milieu. Pourquoi? Tout simplement parce que si on était dans les extrêmes, il y aurait du cannibalisme entre nous. On se serait déjà mangé depuis très longtemps. La survie, ça aurait été compliqué. Donc, on se trouve là. Et pourtant, il est possible quand même pour tout à chacun de monter au moins niveau 3, niveau 4. La dominance, c'est ça qui est important de se fait de comprendre au sein d'un groupe, c'est qu'il faut la cadrer, la dominance. Je vais vous expliquer un petit peu les strates, que vous compreniez bien. Niveau 1 de la dominance, on va être dans la séduction. Je vais prendre un exemple très clair. Pour ceux qui ont des enfants, c'est grand ou pas grand. Je vais me mettre dans la peau d'un enfant. Je me mets dans la peau d'un enfant, que vous compreniez que tout être humain est capable de monter dans la dominance. Niveau 1 de la dominance, c'est la séduction. Allez, je suis un enfant et je vais voir mon parent. Et première étape, je vais être dans la séduction et je vais être dans mon petit papa, mon papa chéri, mon papa incroyable. Est-ce que tu peux me donner 50 € pour que j'aille au cinéma? Bon, première étape, ça va, tout le monde est capable de le faire. Bon, je vais monter dans la dominance et je vais aller en niveau 2. Niveau 2, on va arriver sur la victimisation. Victimisation, ça donnerait quoi? C'est dégueulasse. Toutes mes copines ont le droit à 50 € et pas moi. Donc voilà, c'est honteux. Puis c'est pas grave, je vais continuer à monter dans la dominance. Niveau 3 de la dominance, on va arriver à la culpabilité. C'est tu es le pire père du monde. Pourquoi je suis tombée sur une famille comme ça? Et attention, là, on va arriver niveau 4 et c'est là où on peut appeler Super Nanny ou Pascal le grand frère en fonction de l'âge. Niveau 4, on va arriver sur la notion d'humiliation et la violence verbale. Et niveau 5, on va arriver à la fin sur la cruauté et la perversion. Nous, à aujourd'hui, c'est assez rare d'aller forcément jusque là-haut. En tous les cas, on peut atteindre donc le niveau 0 jusqu'au niveau 3,5. Dans un groupe, c'est plutôt ce que nous voyons. Si nous avons la dominance là-haut,
on va avoir de ce fait pas de confiance en soi en dessous et pas de confiance en soi. Qu'est-ce que nous pourrons avoir dans pas de confiance en soi? Eh bien, alors pareil, un niveau 5 qui est aussi de l'ordre de la psychiatrie, en tous les cas problématique. Niveau 5, on va retrouver l'automutilation. L'automutilation niveau 5. On va retrouver d'autres comportements entre ce niveau 0 et entre ce niveau 5. Intégrateur, alors intégrateur, c'est chouette parce que les intégrateurs, finalement, dans une entreprise, dans une organisation, dans une famille, auprès de collègues, les intégrateurs sont naturellement des alliés puisqu'ils ont confiance en nous et confiance au projet. Alors les intégrateurs, ils sont top, sauf que, pareil, niveau 5, on peut arriver à des comportements extrêmes. Je vais vous faire un petit peu l'échelle et comment je peux monter dans l'échelle. Niveau 1, forcément, la communication est assez fluide pour moi. J'aime le lien social et je suis quelqu'un de très sociable, naturellement. Niveau 2, on va un petit peu monter et niveau 2, je sens, les choses sont assez intuitives pour moi. Je ressens les choses et c'est important de pouvoir échanger pour pouvoir ressentir quelque chose. On va monter, niveau 3, niveau 4, vous allez pouvoir retrouver, et c'est là où les comportements commencent à poser problème, c'est que c'est tellement intuitif pour moi que je comprends facilement les choses. Je comprends facilement les choses, et attention, on va arriver en niveau 5 où je comprends tellement les choses que je peux être en connexion avec les sujets. Et donc, comme je suis en connexion avec les sujets, eh bien, naturellement, nous pourrions tomber sur des comportements comme les chefs de secte, ou les gourous. Là, c'est ça qui est extrêmement dangereux au niveau 5, forcément. Niveau 5, c'est pas les personnes, c'est pas eux qui vont chercher les personnes, c'est les personnes qui viennent à eux. Et de l'autre côté, on va avoir, j'ai pas du tout confiance dans le projet. Et donc, comme j'ai pas du tout confiance dans le projet, on va retrouver ce qu'on appelle les marginaux. Les marginaux, alors dans une entreprise, on va plutôt trouver ce qu'on appelle des méfiants par rapport au projet. Mais pareil, si on monte au niveau 5, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver en niveau 5 en extrême si j'ai pas du tout confiance dans l'autre ou si j'ai pas du tout confiance dans l'organisation? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver selon vous? Ouais, alors je vois Laurent qui parle de complotisme. Alors c'est pas niveau 5, d'accord? C'est pas niveau 5, on est plutôt sur le niveau 3. En tous les cas, niveau 5, oui, on va retrouver la paranoïa. On va retrouver, Vivien l'a dit, la paranoïa, on la retrouve à ce niveau-là. Donc ça, c'est de comprendre un petit peu tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fonction de la tribu ou en fonction du sujet, eh ben, on peut tous avoir des comportements dans les dominants, intégrateurs, soumis ou marginaux. Ce que nous allons retrouver dans les entreprises et dans les organisations, plutôt, là, on s'est amusé un petit peu à revoir les comportements que nous pourrions retrouver. Dans la notion de dominant, on va retrouver forcément les leaders. Alors attention, à dominance, il y a un côté extrêmement bénéfique aussi. Le bénéfice du leader dans un groupe, ça pourrait être quoi ? Ouais, tout à fait, Rosalie, c'est ça, c'est le rôle de guide. C'est celui qui va assumer la responsabilité, c'est celui qui va trancher, c'est celui qui va prendre la décision, qui va faire avancer le débat, qui va recentrer le débat. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, il peut y avoir des comportements déviants au travers le leader. Le leader, forcément, la limite d'un leader au travers un groupe, ça pourrait être quoi de ce fait, selon vous ? Ouais, oui, l'envie de tout contrôler, imposer, en tous les cas, ne pas écouter les doutes, les objections, les expertises et pas laisser de la place à certaines personnes, effectivement. Alors, ça qui est intéressant aussi, c'est de comprendre ça, c'est que quand vous avez des dominants dans une organisation, et forcément, il y en a en fonction de la tribu ou du sujet, forcément, ils vont aller chercher qui pour avoir ce rôle de leader. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans la survie collective ?
Ouais, ils vont aller chercher les suiveurs. Ils vont aller chercher les suiveurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est de voir un petit peu les groupes dans la survie collective au travers différents sujets. Si je prends le sujet, par exemple, allez, on va prendre un gang. On a un chef de gang. Le chef de gang, forcément, c'est le dominant. Et vous avez le numéro 2, qui est le bras droit du chef de gang. Finalement, il est suiveur. Il est suiveur et il est numéro 1, il est bras droit. Donc, il est au service du dominant. Donc, les dominants, et c'est encore une fois complètement inconscient, c'est pas du tout conscientisé pour nous, le dominant va aller chercher le leader et le leader, le soumis, pardon. Et le soumis, lui, va chercher l'approbation du leader. Donc, le leader, le risque, c'est qu'il laisse pas trop de place aux autres. Et donc, dans une organisation, ce qu'on peut retrouver dans la dominance et dans les dominants, on va retrouver des leaders. On peut retrouver ce que j'appelle le zapper fou. Alors, le zapper fou, encore une fois, comportement très inconscient, alors parfois conscient. Le zapper fou, son comportement, c'est quoi? Alors là, c'est le king du king dans la réunion. C'est celui qui va montrer que finalement, le sujet n'est pas la priorité, parce qu'il a aussi d'autres priorités à gérer. Je vous donne un exemple, hein, quelqu'un parle, hein, par exemple Eva. Eva, est-ce que tu peux faire une phrase de présentation où tu prends un sujet? Oui, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on est là pour voir un petit peu, pour parler des chiffres de l'année dernière. Oui, oui. Et discuter aussi... Ça marche, ok, on fait oui. comme ça, très bien. Eva, tu peux reprendre par contre, parce que j'ai pas tout compris. Et Oui, j'aimerais c'est important, oui, bien sûr. C'est pas clair pour tout le monde. Voilà. Alors ça, c'est un comportement de zapper fou. Le zapper le zapper fou, il est en train de... Alors, pour que vous compreniez, alors moi j'ai 2 enfants, que vous compreniez que le zapper fou, on est tous capables de le faire. Tous capables de le faire. Vous savez, c'est votre enfant qui vient vous voir et qui vient vous parler de quelque chose et on est en train de faire quelque chose à côté. On lui dit oui, on lui demande qu'il continue, mais en lui disant qu'on l'écoute. Hein. C'est un comportement de zapper fou. En fait, je suis en train de montrer que j'ai des priorités. Et lorsque je montre ça, forcément, ça déstabilise l'autre. Donc, le zapper fou, c'est le premier comportement qu'on peut trouver en groupe dans la survie collective. Vous avez ensuite ce qu'on peut appeler, et attention, on l'a tous été aussi, hein, j'ai choisi des mots forts, mais c'est fait exprès parce que pour vous montrer que nous sommes dans la capacité à mettre en place ce genre de comportement. Oui, Tony, c'est un manque de respect en soi et je suis en phase. Et c'est inconscient. Alors, je travaille avec différents secteurs d'activité, je vais vous en donner quelques-uns, mais la SNCF, mais généralement, là, en ce moment, je travaille beaucoup avec les plateaux téléphoniques. Les plateaux téléphoniques, vous avez des managers qui ont un casque sur les oreilles, qui sont en train de gérer plusieurs choses. Et quand vous avez des conseillers qui viennent voir leur manager en disant « Est-ce que je peux te parler d'un sujet ?» et qui continuent avec leur casque sur les oreilles en leur demandant « Vas-y, je t'écoute. » En gros, je fais 2 choses en même temps. Malgré nous, on devient zapper fou. Et oui, pour l'autre, c'est perçu comme un manque de respect. Le deuxième comportement qu'on a, c'est l'autoproclamé expert. Autoproclamé expert en fonction du sujet, vous pouvez avoir des autoproclamés experts. Le comportement d'un autoproclamé expert, c'est quoi? Il connaît tout. Il sait tout, il le sait déjà. Et forcément, la difficulté d'un autoproclamé expert, c'est que c'est aussi complètement inconscient, mais il va avoir tendance à faire freiner le groupe parce qu'il va vouloir prendre le sujet en main et pas forcément laisser la place aux autres pour montrer qu'il sait. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle le pointilleux. Le pointilleux, c'est quoi? Le pointilleux, c'est celui qui a besoin de poser plein de questions sur de l'ordre du détail, mais qui a besoin d'avoir des renseignements et des informations tout de suite, maintenant. Donc, c'est pareil, c'est un comportement que nous voulions ou non qui est complètement inconscient, mais dans ce cas-là, je me positionne plutôt dans les dominants. Après les dominants, on va avoir donc les soumis. Les soumis, dans les suiveurs plutôt. Alors, les suiveurs, on va avoir l'observateur. L'observateur qui a tendance à regarder, à analyser les choses, mais qui ne s'exprime pas pour autant. On aura le fuyant. Alors, le fuyant, c'est celui qui fuit complètement votre regard, qui a tendance à prendre beaucoup de notes, mais on ne sait absolument pas ce qu'il pense. Et l'approbateur.
L'approbateur, le perfectionniste dans la partie dominante, oui Tony, oui on peut l'avoir, c'est celui qui a besoin absolument d'être dans la rigueur. Vous savez, celui qui va contester un chiffre ou voir une faute d'orthographe sur votre présentation, mais de le dire dans le groupe. Oui, c'est important et dans ce cas-là, inconsciemment, on se positionne là-dedans. On va avoir ce qu'on appelle les approbateurs. Alors, les approbateurs, ils sont top parce que quand vous parlez, ils ont tendance… Alors, on l'a tous été, hein. Moi, je me rappelle la dernière réunion parents-prof, je pense que j'ai été approbatrice. C'est le sujet où quelqu'un parle et vous savez, c'est un petit peu le chien sur la plage arrière de la voiture où, voilà, on dit oui. Oui, voilà. Sauf que la difficulté, c'est que si le leader prend la place et prend votre place et au-dessus, finalement, dans le leadership, eh ben, l'approbateur, il va arrêter de vous approuver et il va aller approuver l'autre. Donc ça, ce sont les difficultés. Alors, si je reprends les dominants. Dominant, ce qui est important, ce sera de cadrer la dominance. Cadrer la dominance sans frustrer et sans humilier le dominant devant le groupe. Donc, c'est comment j'arrive à lui laisser l'opportunité de s'exprimer tout en cadrant sa dominance. Comment je lui laisse une partie du sujet finalement, mais je reprends la main. C'est moi qui vais lui demander d'intervenir sur quelque chose. Et c'est pas l'inverse. Sur les suiveurs, observateurs, fuyants, approbateurs, là, ce qui va être intéressant, parce que dans une réunion, finalement, on ne les voit pas. Et pour autant, ils ont une place extrêmement importante dans la survie collective. Allez les chercher extrêmement rapidement avec des questions pour qu'ils puissent très rapidement être de votre côté dans le projet et pas aux côtés des dominants. Sur les intégrateurs, génial, vous avez des alliés. Alors les alliés, ils sont top parce que ce sont un peu vos conciliateurs et vos médiateurs. C'est ceux qui ont envie de faire avancer le sujet. Donc, ils vont recentrer, ils vont vous donner des clés pour avancer avec le groupe. Et dans les intégrateurs, on va avoir ce qu'on appelle aussi le créatif rêveur. Alors moi, le créatif rêveur, je l'adore. Et pour autant, lui aussi, il peut faire freiner votre prise de parole et faire freiner le groupe, puisque le créatif rêveur porte très bien son nom. Le créatif rêveur, ce qui va avoir tendance à faire, c'est quoi? C'est de donner plein de solutions. Vous savez, je sais pas, on crée une animation, il peut dire, voilà, moi j'ai vu qu'il y avait de la place un peu dans les couloirs, ce qu'on pourrait faire, c'est un karting. On pourrait faire un karting, ça peut être chouette, comme ça il y aura de l'animation. Le créatif rêveur porte bien son nom, il a plein d'idées, 1000 à la seconde. Pour les créatifs rêveurs, le risque du risque, c'est de les stopper dans leur créativité parce que vous voulez avancer et de leur dire, bah, écoutez, non, là, c'est pas le sujet, on va revenir sur notre sujet ou non, là, on va peut-être un petit peu trop loin, donc on va revenir. Si vous faites ça, la difficulté, c'est que le créatif rêveur peut passer du côté obscur de la force et de partir du côté des marginaux et de créer un autre projet où là, il va pouvoir être créatif rêveur. Donc, les créatifs rêveurs, ce qui est important, c'est de les cadrer en leur disant que c'est des super idées, ce sont des choix d'idées. Et pour réussir à travailler sur ces choix d'idées, c'est de leur dire, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu puisses voir un petit peu la faisabilité du projet en réfléchissant aux objectifs, aux méthodologies du projet, au timing, aux moyens que tu vas mettre en place, forcément au coût. Enfin, vraiment cadrer le sujet pour que vos créatifs rêveurs puissent se pencher eux-mêmes sur leur créativité, soit à la fin se rendre compte que ouais, je suis allée peut-être un peu loin, soit prioriser et se dire, bah, en fait, je vais aller que sur une idée. Ensuite, vous aurez du côté marginaux, et donc là, c'est le cœur un peu du sujet, puisque forcément, les marginaux vont être méfiants et n'ont pas forcément envie de croire au projet ou n'y croient absolument pas. Et dans les méfiants, vous allez retrouver ce que j'appelle le contradicteur né. Donc, le contradicteur né, pareil, hein, on l'a tous été à un moment donné, c'est celui qui va vous dire que de toute façon, ça ne marchera pas, qu'on ne va pas réinventer les choses, que ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça et que ça ne marchera jamais. Ensuite, vous allez retrouver le lanceur d'alerte. Alors, lui, c'est celui qui peut complètement bousiller la réunion, puisque le lanceur d'alerte porte très bien son nom. Alors, alerte vraie ou non, hein, peu importe. Hein. Le lanceur d'alerte peut dire, moi, j'ai entendu dire quand même que 50% des effectifs allaient partir. Là, c'est terminé, votre réunion, vous la portez absolument plus.
Et les derniers, ceux qu'on adore aussi, c'est les « je m'en fous ». Ils en ont rien à faire du sujet. Voilà. Donc, les méfiants, ce qui est important. Donc, pour les dominants, on l'a dit, c'est de ne pas justifier. J'irai après parce que j'ai entendu des phrases qu'on peut se servir. Ok, je vais en discuter après avec vous. Sur les marginaux, là, ce qui va être intéressant, c'est aussi de travailler sur ce qu'on appelle la méthodologie block and bridge. La difficulté avec les méfiants, c'est qu'on a tendance à vouloir les convaincre. Ben, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas convaincre les méfiants. Vous ne pouvez pas convaincre les méfiants. Finalement, on perd plus de temps et notre réunion, on se trompe de l'objectif de réunion puisqu'on passe plus de temps là-dessus. Là, sur les méfiants, on va parler d'une technique qui marche très bien, qui est la technique block and bridge. Block and bridge, c'est quoi? Elle porte bien son nom, c'est déjà de bloquer le sujet sans bloquer la personne pour pouvoir ensuite faire un pont pour revenir sur votre sujet. Les méfiants, bien souvent, alors, deux choses. Soit ils vont aller sur des généralités. De toute façon, ça n'a jamais marché. S'ils vous disent ça n'a jamais marché, dans ce cas-là, on va poser la question, est-ce que vous pouvez me donner une illustration concrète? Ok, illustration concrète. Oui, l'année dernière, on a fait la même animation et ça n'a pas fonctionné. Ok, très bien, là, vous avez plus de concret. Dans ce cas-là, vous allez accueillir son point de vue. Soit en lui disant, écoutez, je m'attendais à cette remarque, je m'attendais à cette observation et je comprends votre inquiétude et c'est pour ça que nous avons travaillé sur les différents plans d'action pour atteindre notre objectif et c'est ça que nous vous présentons aujourd'hui. Ou je vous remercie de nous donner votre inquiétude parce que si vous l'avez, ça veut dire que d'autres ici partagent cette interrogation également. Donc, merci de poser le sujet sur la table. À aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons travaillé sur ce sujet. Le block and bridge, c'est comment j'arrive à rebondir sans frustrer la personne ou soit botter en touche. Donc, je vais accueillir son point de vue, soit avec la technique de reformulation, je comprends votre inquiétude, soit avec une autre technique qui va nous permettre de donc accueillir, soit je m'attendais à votre question, c'est une question extrêmement pertinente ou c'est une remarque pertinente puisque oui, à aujourd'hui, nous avons pris conscience de ça, et nous avons travaillé sur ces plans d'action-là. Surtout, ce qui est difficile à ce moment-là, c'est de ne pas, nous, aller dans nos propres réactions instinctives, fuite, lutte ou manipulation. C'est une agression et quand nous recevons une agression, forcément, ce sont nos premières gouvernances là qui va reprendre la main et soit je fuis et donc je vais pas concrètement au cœur du sujet et je dérive de mon projet, soit je lutte et alors là je rentre dans la confrontation en demandant mais pourquoi vous me dites ça? Non mais attendez, vous savez pas combien de temps on a travaillé sur le sujet parce qu'on a avancé là-dessus. Là, on va rentrer dans un ring de boxe, soit je veux absolument convaincre. Donc ça, c'est technique block and bridge ou reformulation. Ce qu'on peut également travailler, c'est ce qu'on appelle la transposition des mots noirs en mots moteurs. Les mots noirs en mots moteurs, vous avez des mots noirs comme forcément qui vont vous dire, puisque leur objectif c'est de dire que votre projet est une erreur, justement le mot erreur. Comment je peux retransposer le mot erreur en mots positifs pour rebondir sur le sujet? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un apprentissage, super, très bien. C'est un problème. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? De toute façon, votre truc, c'est un problème. C'est un challenge, ça me va, très bien. C'est difficile, ça va être difficile. Ça va être hyper difficile, votre truc. Ça va être challengeant, ouais, c'est très bien. Ça va être challengeant, ça va être enrichissant, on va travailler sur un enrichissement. C'est un échec, de toute façon, votre projet a été un échec. Donc, on va faire block and bridge. D'abord, je comprends vos inquiétudes et aujourd'hui, ce que nous avons vécu, c'est une tentative, c'est une expérience. Ok, très bien. Donc ça, c'est extrêmement important aussi, c'est de travailler de ce fait sur ces trois techniques-là. La première technique, c'est la reformulation. Quand quelqu'un nous lance une attaque, forcément, on a tendance à rebondir. Comment je rebondis? Soit je me justifie,
Alors, la justification qui part très, très rapidement. Et ça, les dominants adorent ça. Plus vous vous justifiez avec un dominant et plus ils vont choper toutes vos justifications pour les retourner contre vous. Ou soit je tente de convaincre. Donc, c'est de sortir de ces deux actions que nous avons tendance inconsciemment à mettre en place très rapidement. C'est de se dire, OK, comment je reformule son besoin, puisqu'il me dit que mon projet est nul. Je comprends que le projet ne vous a pas convenu. Et c'est pour ça qu'à aujourd'hui, nous avons travaillé sur ce sujet-là, ce sujet-là, ce sujet-là. La transposition des mots noirs en mots moteurs et de travailler sur cette fameuse méthode Block and Bridge qui me permet on va dire, d'approuver finalement la remarque que la personne me fait pour pouvoir construire un pont pour recentrer sur l'objectif que vous avez forcément extrêmement bien travaillé et sur le plan d'action que vous avez mis en place. Je vais revenir parce que j'avais vu, alors il est 18h39, Eva, je ne sais pas si j'ai un peu de temps. Ah oui, oui, bien sûr. Tu peux aller jusque 50, 55, il n'y a pas de souci. Okay. Le meet-up dure 1 heure. D'accord. Questions comprises, mais on n'a jamais un quart d'heure ou 20 minutes de questions. Donc, très bien. Vas-y, surtout que le sujet est passionnant, on l'a dit. Alors, sur la notion de confiance en soi, imaginez-vous, alors on va se faire des expérimentations. Imaginez-vous, je vous dis, de toute façon, ce que vous proposez, moi, je l'ai déjà fait. Alors, c'est normal, j'ai 15 ans d'expérience et je viens d'une autre entreprise. Et ce projet-là, on l'a déjà mis en place. Donc, si vous voulez, j'ai tout. J'ai le projet. De toute façon, ça sert à rien. Vous ne prenez pas la tête. Je peux vous le donner. Vous aurez tout. Comme ça, et je peux même former mes collègues sur le sujet puisque je connais. Qu'est-ce que vous me répondez ? Alors oui, là, on est sur de l'autoproclamé expert. On est d'accord. Et vous, en posture d'assertivité, sans rentrer dans le rôle du dominant. Le dominant aurait tendance à vouloir écraser l'autre. Ouais, alors Coralie, oui, on peut demander des exemples. Alors, je vais donner des exemples, d'accord ? Oui, dans le projet, forcément, moi, j'ai travaillé sur les chiffres, j'ai travaillé sur les actions et en plus de ça, on a un retour sur les actions qui a été exceptionnel. Donc, je vois pas pourquoi vous vous prenez la tête puisqu'on a tout, autant que vous vous serviez de mon sujet. On peut peut-être lui proposer de rejoindre, de le remercier, tout ça, et lui dire, nous aussi, du coup, nous aussi, on a travaillé sur le projet, peut-être de l'impliquer, de lui proposer donc de rejoindre le projet, ouais, de l'intégrer, comme dit Coralie. Ouais, alors j'aime bien dans la réflexion de Coralie et intégrer comment on peut l'adapter et intégrer tout le monde. C'est ça la difficulté, c'est que forcément, le risque serait d'accepter, de se dire bon ok, je prends. Là, c'est plutôt de dire ok. Et dans ce cas-là, c'est de le remercier. On peut très bien le remercier en disant c'est chouette parce que je vois que vous êtes extrêmement investi et que vous avez envie de travailler sur le projet. Aujourd'hui, justement, on va pouvoir mobiliser votre expertise et votre expérience. Moi, ce que je vous propose, c'est de pouvoir travailler sur ce sujet et donc de cadrer la dominance sur un sujet. Aujourd'hui, forcément, le projet a évolué en fonction du contexte, en fonction de notre secteur d'activité. Donc, le projet reste inchangé. En revanche, oui, vous pouvez intervenir sur un sujet. Et ça, c'est important, c'est vraiment de réussir à cadrer cette dominance. Je prends souvent l'exemple des enfants, puisque chaque survie collective est différente. Et c'est intéressant parce que si vous avez vous-même des enfants, et si vous en avez plusieurs, chaque enfant se positionne différemment sur la survie collective. Forcément, quand une place est prise, l'autre enfant va prendre une autre place. Et c'est complètement logique. Ou alors, vous avez ce qu'on appelle le combat des titans. Si vous avez deux dominants et qui veulent absolument avoir la place de dominant, forcément, là, ça part un peu en guerre. Dans une entreprise, lorsque vous avez dans un groupe, lorsque vous avez un dominant et qu'un autre dominant arrive, là, pareil, un guerre des titans. Et lorsque un dominant plie, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait, celui qui plie ? Il va faire quoi ? Se soumettre. Alors, il va bouder au démarrage, il va se soumettre au démarrage, mais vraiment à la fin, il fait quoi ? Alors oui, il peut faire un caprice,
Mais se désengage. Ouais, il se désengage, voire il change de projet. Et c'est ça qui est extrêmement fou, hein. C'est un peu, allez, si on se le fait en mammifère, puisqu'en fait, on est des mammifères très bien connectés, hein. Il faut s'imaginer que dans les cas de gouvernance que nous avons, l'instinctive, donc reptilienne, et la grégaire, tous les mammifères ont la même que la nôtre. Ce qui est, chez les mammifères, lorsqu'il y a deux dominants, forcément, il y en a un, celui qui se soumet va devoir changer de tribu. C'est extrêmement rare qu'un dominant devienne suiveur du dominant. C'est très, très, très rare. Donc là, c'est intéressant, c'est de se rendre compte aussi, donc dans une tribu, chaque comportement est différent, et nous pouvons avoir des comportements bien ancrés à ce moment-là en fonction de la tribu dans laquelle on est. Moi, je prends toujours l'exemple de mes enfants. Alors moi, j'en ai deux, et donc dans la tribu qui a été formée en tous les cas chez nous, mon premier enfant a été un prototype incroyable. On peut tout lui demander, en plus il répond avec plaisir. C'est un suiveur soumis. Et donc forcément, le rôle de l'assertif, en tous les cas de celui qui va conduire un peu la tribu, c'est pas d'être leader, c'est d'être dans l'assertivité, c'est de le ramener à l'assertivité. Donc c'est vrai que quand on parle d'éducation, par exemple, c'est intéressant parce qu'on se dit souvent, je comprends pas, je les ai éduqués de la même manière. On peut pas, et les parents le savent, on ne peut pas éduquer, on ne peut pas avoir les mêmes méthodologies d'éducation d'un enfant à un autre puisqu'il ne se positionne pas pareil dans la tribu. Un enfant suiveur soumis, le but, c'est de développer son autonomie et développer sa responsabilité pour qu'il puisse développer, lui, son assertivité. Et forcément, puisque le second n'est jamais le même que le premier, puisque la place est prise, seconde place, la seconde place, j'en ai fait une dominante. La dominante qui est arrivée juste après, elle a pris la place de dominante. Dominante, le risque, c'est... Alors là, oui, forcément, on expose ses idées, prise de décision extrêmement rapide, assume le fait qu'elle ait envie ou qu'elle n'ait pas envie, assume le fait qu'elle connaît les choses, même si elle n'a que 6 ans. Bon, maintenant, forcément, je ne vais pas lui apporter, en tous les cas, lorsqu'elle va se comporter comme ça, dans la survie collective, la même responsabilité ou la même autonomie au moment où elle va se comporter en dominante. Et ben nos collaborateurs, les personnes que nous gérons, les personnes dans notre vie, c'est exactement la même chose. C'est de se poser la question. Comment la personne se positionne. Pour le savoir, c'est déjà de réfléchir aux axes. Alors après, il y a des micro-comportements. Là, je vais avoir des difficultés à vous en parler parce que le timing est court et c'est un module qui dure normalement 3 jours. C'est de comprendre que il y a des micro-comportements aussi associés à chaque place dans la survie collective. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est toujours de se poser la question, est-ce que la personne dans le groupe a confiance en elle ou est-ce qu'elle n'a pas confiance en elle? Ce qui n'est pas du tout lié à la confiance dans la vie, hein, ça n'a absolument rien à voir, hein, c'est très irrationnel et très inconscient. Et est-ce que la personne a confiance dans le groupe ou est-ce qu'elle n'a pas confiance dans le groupe? Déjà, on peut réussir à se positionner. Je vais quand même sortir de la notion de caricature parce qu'on n'est pas des caricatures. Que vous compreniez une chose qui est extrêmement complexe, c'est que le cerveau, lorsqu'il se met dans un contenant, il reste dans un contenant. Donc, en fonction des sujets, en fonction des difficultés, forcément, mon cerveau va réagir soit de manière instinctive, soit rentrer dans la gouvernance grégaire quand il est en groupe et qu'il a des choses à porter, ou alors il va rentrer dans ce qu'on appelle la gouvernance émotionnelle, où là, c'est toute notre histoire, nos blessures, nos valeurs, nos croyances, nos écorchures. Et la dernière, qu'on exploite très rarement, on exploite à 2 à 3% et pas plus, c'est la gouvernance adaptative, qui est la seule gouvernance consciente, donc qui est chouette parce que c'est celle qui nous permet d'avoir la meilleure réponse et la réponse la plus adaptée. On la mobilise très peu, puisque naturellement, notre cerveau fonctionne à 98% en automatisme. Donc, on la mobilise peu. On la mobilise lorsque je suis dans de la créativité, lorsque je suis dans de la prise de recul, lorsque je suis dans la recherche d'autres méthodologies pour changer un petit peu le résultat. Là, je vais la mobiliser. Mais sinon, on ne la mobilise pas. Donc, ces comportements-là,
vont être irrationnels, inconscients. On est capable de tomber dans l'instinctif, dans l'émotionnel ou dans la grégaire. Dans la grégaire, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se poser la question, finalement, comment moi j'arrive à développer mon assertivité au sein du groupe sans moi-même me positionner en dominant, en intégrateur, en marginal ou en soumis, pour ensuite comment je fais pour ramener l'ensemble de mes participants vers l'assertivité. Donc, pour résumer, les dominants, ne pas se justifier. Et pour ne pas se justifier, eh bien là, c'est de cadrer la dominance avec des messages courts, clairs et très concis. Je leur remercie, je recentre sur mon objet de formation en l'intégrant sur une partie de mon intervention. Mais c'est moi qui gère. L'intégrateur, forcément, il a mis l'idée à la seconde. En tous les cas, les créatifs rêveurs, c'est de leur proposer, de les responsabiliser sur les idées qu'ils portent, sans les frustrer et sans leur dire c'est comme ça que vous devez faire ou non, là vous allez trop loin, c'est pas le sujet. Sinon, vous allez les brider et je peux vous assurer que c'est le gros risque. Vos alliés peuvent très rapidement devenir alliés d'un autre contre-projet, enfin très gros projet pour eux, mais contre vous. Les soumis, allez les chercher rapidement. C'est intéressant de voir un petit peu et d'observer au démarrage dans la conduite de réunion, puisque les soumis, ils portent très bien leur nom. En tous les cas, les suiveurs, on les voit pas. On les voit pas puisque forcément, marginaux, intégrateurs, dominants, ils prennent toute la place. Donc, on les voit pas. Allons les chercher rapidement pour pas qu'ils soient contre finalement le projet. Posez-leur des questions. Allez les chercher sur qu'est-ce que vous en pensez. Vous me dites que, je vois que vous êtes extrêmement, je pense aux approbateurs, je vois que vous êtes réjouis du sujet et du projet. Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous avez envie de porter? Moi, je vous verrai bien sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut se voir sur ce point-là après la réunion? Vous allez les chercher. Les marginaux, ne rentrez pas dans le jeu de « il faut que j'arrive à le convaincre ». Et c'est le plus gros travail. Alors, je sais que, c'est le plus gros travail. C'est de travailler sur cette méthodologie de Block and Bridge. C'est de recevoir l'action, mais en approuvant finalement ce qu'il est en train de raconter, puisque s'il le dit, c'est que c'est important pour lui. Donc, c'est de le remercier, c'est de lui dire que vous vous attendiez à cette question et c'est pour ça que c'est de lui dire que c'est chouette qui pose ce sujet sur la table maintenant parce s'il a des inquiétudes et s'il a des doutes, c'est que forcément, il y en a aussi peut-être d'autres qui l'ont. Et à aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez travaillé sur ces sujets-là. Et les dominants, je vous l'ai dit, sortons de la justification. Merci Laura. Tu avais d'autres slides à nous montrer ou... Est-ce que j'ai d'autres slides? Oui, c'est ce que je vous dis un petit peu. Dominant, stop la justification. Marginaux, arrêtons de vouloir convaincre. Ne pas dire que les idées sont irréalistes pour les intégrateurs ou ne pas couper l'herbe sous le pied en se disant il faut que j'avance, ils prennent trop de temps. Et les soumis, il faut les voir. Le type, c'est un petit peu aussi avec les pointilleux. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de leur proposer ils ont plein de questions qui peuvent être pertinentes finalement pour le sujet. Et dites-leur que ce sont des questions pertinentes et qu'aujourd'hui, vous n'avez que 30 minutes pour présenter quelque chose. Donc, ce que vous pouvez lui proposer, c'est de noter toutes ces questions pour que vous puissiez venir sur ces sujets-là par la suite, puisque s'il se pose ces questions-là, forcément, ça intéressera l'ensemble du groupe pour avancer dans le projet. Okay. Voilà. Alors, merci Laura. Si vous avez d'autres questions et informations, je vous ai mis mon adresse mail et le site de notre société. Voilà.